Dans les profondeurs implacables de l'histoire maritime, les punitions les plus atroces étaient utilisées pour imposer la discipline et maintenir l'ordre à bord des navires. Qu'il s'agisse d'être abandonnés à leur sort sur des îles désertes ou de faire face à l'acte terrifiant de marcher sur la planche, ces méthodes extrêmes reflétaient la sévérité de la justice en haute mer. Ces pratiques impitoyables infligeaient non seulement des douleurs physiques, mais servaient également d'outils puissants d'intimidation façonnant la vie des marins et des pirates. À quel point ces punitions étaient-elles vraiment cruelles? Et surtout, qu'est-ce qui justifiait ces actes dans un environnement aussi hostile que la mer ouverte? L'abandon, le sort mortel des pirates délaissés. Dans l'histoire de la piraterie, peu de châtiments étaient aussi redoutés et efficaces que l'abandon. L'acte de laisser un homme sur une île inhabitée, où la lutte pour la survie devenait la seule option. Loin des aventures glorieuses dépeintes dans les légendes, l'abandon était une sentence de mort, une condamnation que peu survivaient. Ce châtiment brutal était constant durant l'âge d'or de la piraterie, une époque où la vie en mer était gouvernée par une brutalité implacable. L'abandon trouve ses racines dans des pratiques bien plus anciennes que la piraterie elle-même. Il remonte au XVIe siècle, lorsque les explorateurs européens commencèrent à utiliser des îles reculées pour punir ceux qui se rebellaient ou désobéissaient aux ordres. Le terme provient de l'espagnol cimarron, initialement utilisé pour décrire les esclaves en fuite dans les Caraïbes. Avec le temps, l'abandon devint un outil courant à la fois pour les marines coloniales et les pirates, qui l'utilisaient comme une forme de punition exemplaire. Le plus ancien cas connu d'abandon remonte à 1502, lorsque Christophe Colomb abandonna un membre d'équipage, Francisco de Horas, sur une île inhabitée lors de son 4e voyage vers le Nouveau Monde. Au fil des siècles, cette pratique fut adoptée et perfectionnée, devenant l'un des châtiments les plus redoutés par ceux qui traversaient les mers en quête de butin et d'aventure. Durant l'âge d'or de la piraterie, approximativement entre 1650 et 1730, l'abandon devint un outil clé pour maintenir l'ordre au sein des équipages. Bien que les pirates soient souvent représentés dans la fiction comme des rebelles avec une cause, la réalité à bord de leurs navires était brutale. Le respect des règles n'était pas optionnel. Toute transgression, qu'il s'agisse de désobéir aux ordres ou de tenter de s'échapper, pouvait se terminer par un abandon sur une île solitaire. L'un des pirates les plus célèbres à utiliser cette pratique fut Bartholomew Roberts, connu sous le nom de Black Bart. Roberts, qui opéra au début du XVIIIe siècle, imposa un code strict à son équipage qui spécifiait l'abandon comme punition pour ceux qui tentaient de fuir ou de trahir la compagnie. Dans son célèbre code, il était stipulé que tout homme osant cacher des informations ou tenter de quitter le navire serait abandonné sur une île déserte avec une bouteille de poudre, une bouteille d'eau, une petite arme et une balle. Ce type de sentence, loin d'être une opportunité de survie, était en réalité une condamnation à mort. L'abandon n'était pas seulement une forme de punition, mais aussi un moyen d'instiller la peur au sein des équipages. Ceux laissés à leur sort sur des îles désertes avaient peu de chances de survie. Le manque de nourriture et d'eau, l'exposition aux conditions climatiques extrêmes et la solitude mentale pouvaient faire succomber même les hommes les plus résilients en quelques jours ou semaines. Beaucoup de ceux qui étaient abandonnés n'avaient d'autre choix que de tenter de s'exécuter eux-mêmes, en utilisant les pistolets fournis pour mettre fin à leur souffrance. Cependant, il y eut quelques cas de survie qui ont été immortalisés dans l'histoire. Le plus notable se produisit en 1813, lorsque Charles Barnard, un marin abandonné sur les îles Malouines, réussit à survivre pendant plus de 2 ans dans une solitude totale. Non seulement il survécut, mais il sauva également d'autres naufragés qui avaient été abandonnés avec lui. Cet acte de résistance face à l'adversité démontre la résilience humaine, mais il était sans aucun doute une exception dans un paysage par ailleurs fatal. Bien que la pratique de l'abandon ait été officiellement abolie par la Royal Navy britannique en 1720, elle ne disparut pas immédiatement. En réalité, elle continua d'être utilisée dans certaines régions jusqu'au XIXe siècle. Le dernier cas connu d'abandon par un pirate eut lieu en 1822, lorsqu'un capitaine espagnol nommé Bonito Dou abandonna plusieurs de ses hommes sur une île reculée de l'Atlantique. Cet acte fut largement condamné, même parmi d'autres pirates, marquant la fin d'une époque.
La disparition de l'abandon coïncida avec un changement dans les tactiques disciplinaires à bord des navires. Les marines et flottes adoptèrent des formes de punition plus modernes, comme l'emprisonnement, tandis que le concept d'honneur et de loyauté au sein des équipages évolua. Malgré sa disparition, l'ombre de ce châtiment persista dans la culture populaire, immortalisée dans les romans et les films sur les pirates et la vie en mer. Sous la quille, l'enfer maritime du keel hauling. Dans les profondeurs de l'océan, au-delà de la vue de toute côte, existait une légende terrifiante, une sentence redoutée tant par les marins que par les officiers, le keel hauling. Cette punition brutale, dont le nom vient de l'acte de traîner un homme sous la coque d'un navire, est restée dans les mémoires comme l'une des punitions les plus impitoyables utilisées dans les marines du XVIIe siècle. Cependant, son histoire et la manière dont elle était exécutée ont été enterrées par le temps et le manque de témoignages clairs, lui donnant un air de mystère et d'horreur. Bien que la plupart des gens associent le keel hauling à la piraterie, la réalité est que cette punition a vu le jour dans les puissantes marines européennes, en particulier dans la marine néerlandaise. À une époque où la discipline à bord des navires était cruciale pour la survie en haute mer, les méthodes extrêmes de contrôle étaient la norme, et parmi elles, le keel hauling se distinguait par son niveau de cruauté. Le keel hauling commença à être mis en œuvre dans la marine néerlandaise au XVIIe siècle, lorsque la nation était à l'apogée de sa puissance navale. Les marins, souvent des hommes durs et rebelles, vivaient sous la menace constante de cette punition qui visait non seulement à corriger les offenses graves, mais aussi à instiller la peur au sein de l'équipage. La quille d'un navire, cette partie vitale qui le maintenait à flot, devint un instrument de punition, enlevant toute humanité à quiconque passait en dessous. La pratique consistait à attacher un marin et à le jeter à la mer sous le navire pour être traîné d'un côté à l'autre sous la coque. La procédure était non seulement douloureuse à cause des surfaces abrasives de la coque recouverte de coquillages, mais elle mettait aussi la vie du condamné en danger, car le puissant tirage de l'eau et les courants pouvaient être fatals. Les détails exacts des victimes du keel hauling sont rares, mais il est connu que les chances de survie étaient minimes. L'eau salée, combinée aux surfaces dures de la coque, déchirerait la peau et les muscles. Les témoignages contemporains de ceux qui ont été témoins de la punition parlent de victimes émergeant de l'eau, si elles en émergeaient avec des os brisés, des saignements internes et des douleurs insupportables. Le risque d'infection était également élevé, et les survivants souffraient de gangrène, mourant souvent plusieurs jours plus tard. Malgré sa brutalité extrême, la marine néerlandaise utilisa le keel hauling comme un moyen d'assurer que les ordres soient suivis sans question. C'était une méthode de contrôle sans pareille, conçue non seulement pour punir les contrevenants, mais pour prévenir toute rébellion ou désobéissance au sein d'un équipage constamment sous tension extrême. Bien qu'il ait commencé aux Pays-Bas, le keel hauling fut rapidement adopté par d'autres puissances navales de l'époque. La marine russe, sous le règne de Pierre le Grand, appliqua la punition dans le cadre de ses efforts pour moderniser sa flotte et adopter les méthodes occidentales. Dans le port de Vonne, en 1705, on sait que Pierre assista à l'exécution de plusieurs marins ayant commis des vols à bord, et il n'hésita pas à applaudir l'efficacité du keel hauling en tant que moyen de maintenir l'ordre. Cependant, malgré son utilisation dans diverses marines, le keel hauling n'était pas quelque chose qui était appliqué régulièrement dans toutes les forces navales. La marine britannique, par exemple, bien qu'elle fût consciente de la pratique, préférait des châtiments plus conventionnels tels que le fouet ou la pendaison. En fait, la Royal Navy britannique n'a jamais officiellement sanctionné le keel hauling, bien qu'il soit connu qu'il y ait eu des incidents isolés où il a été appliqué, principalement lors de périodes de pression extrême ou sur de plus petits navires où la discipline était plus difficile à maintenir. Il est intéressant de noter que dans la culture populaire, le keel hauling a été associé aux pirates, mais cette connexion est pleine de mythes. En réalité, les pirates préféraient des châtiments plus immédiats et létaux, comme l'abandon sur des îles désertes ou des exécutions rapides. Cependant, la menace du keel hauling existait bien en tant que forme d'intimidation, surtout parmi les pirates les plus impitoyables, comme Edward Lowe, qui, selon certains récits, utilisa cette technique sur les prisonniers des navires marchands qu'il pillait. Néanmoins, la plupart des histoires de pirates et de keel hauling proviennent de récits exagérés ou sensationnalisés, sans fondement solide.
Le célèbre code de pirate de Bartholomew Roberts, datant de 1721, ne faisait aucune mention de cette pratique, concentrant plutôt l'attention sur des châtiments plus directs et moins prolongés. L'image du pirate en tant qu'exécuteur de cette punition pourrait être davantage le produit de romans et de films que de la réalité historique. Au fur et à mesure que le XIXe siècle avançait, la barbarie du kill-hauling commença à perdre de l'acceptation, surtout sous l'influence des idées des Lumières. Les critiques de la cruauté des châtiments brutaux augmentèrent, et beaucoup commencèrent à se demander s'il valait vraiment la peine de maintenir une pratique aussi dangereuse et déshumanisante. Le dernier cas documenté de kill-hauling eut lieu dans la marine néerlandaise en 1853, à bord du frégate-navire américain Fro. Après qu'un marin nommé Johann Franken ait survécu à ce supplice, l'incident provoqua un tel tollé public aux Pays-Bas qu'il devint l'un des facteurs contribuant à l'abolition de cette pratique dans les marines européennes. En Russie, le tsar Alexandre II interdit également le kill-hauling en 1864, dans le cadre d'une série de réformes visant à moderniser la société russe. Marcher sur la planche, la punition la plus redoutée de la piraterie. L'acte de marcher sur la planche représente l'une des punitions les plus terrifiantes associées à la piraterie. Popularisée dans la culture moderne à travers des histoires et des films, cette punition consistait à forcer un prisonnier ou un membre d'équipage à marcher le long d'une planche tendue depuis le côté d'un navire jusqu'à l'eau, où la plupart faisaient face à une mort certaine par noyade, attaque de requins ou d'autres dangers marins. Cependant, cette pratique était bien plus qu'une simple exécution. Elle était utilisée par certains des pirates les plus notoires pour instaurer la terreur et contrôler leur équipage. Bien que l'expression « marcher sur la planche » n'ait été formellement enregistrée qu'au XIXe siècle, des récits de son utilisation existent bien plus tôt. Le marin néerlandais Jan Erasmus Reining a documenté en 1663 comment le pirate François Lannes força des prisonniers espagnols à marcher sur la planche au large des côtes du Venezuela. Ce type de punition devint un acte redouté tant par les marins que par les prisonniers, car il signifiait non seulement une mort certaine, mais aussi une torture psychologique. Pendant l'âge d'or de la piraterie, XVIIe et XVIIIe siècle, l'utilisation de la planche fut plus fréquemment documentée dans les Caraïbes et l'Atlantique Nord, en particulier chez les pirates les plus notoires. Bien que de nombreux pirates aient employé des méthodes plus directes, telles que les fusillades ou les poignardages, marcher sur la planche était utilisé pour humilier les victimes et créer un spectacle de pouvoir devant leur équipage. L'un des pirates les plus célèbres associés à cette punition fut Bartholomew Roberts. Connu sous le nom de Black Bart, Roberts fut un pirate extrêmement réussi qui captura plus de 400 navires entre 1719 et 1722. Bien qu'il fût plus célèbre pour ses règles strictes et le système organisé au sein de son équipage, Roberts utilisa aussi la punition de marcher sur la planche, en particulier dans les situations où il voulait donner un exemple à un prisonnier. Dans l'un des incidents les plus documentés, il captura un navire d'esclaves en 1720 et força certains membres de l'équipage à marcher sur la planche, ce qui fit une grande impression sur les témoins de l'exécution. Dans un acte particulièrement macabre, le pirate Edward Lowe se distingua par l'utilisation de la punition de marcher sur la planche comme une forme de divertissement cruel. En 1722, Lowe captura le navire Nostra Señora de Victoria et, après une dispute au sujet d'un trésor caché, força plusieurs membres de l'équipage, dont le capitaine, à marcher sur la planche. Lors de cet événement, la planche fut étendue au-delà du côté du navire, prolongeant la souffrance des victimes avant leur chute dans la mer, une technique psychologique destinée à maximiser la terreur. Lowe était connu pour sa brutalité, et ce genre d'exécution contribua à cimenter sa réputation comme l'un des pirates les plus redoutés de l'époque. L'utilisation de la planche ne menait pas toujours à une exécution immédiate. Souvent, les pirates utilisaient la menace de cette punition pour extorquer des informations ou imposer leur autorité au sein de l'équipage. Le capitaine William Snellgrave raconta dans son livre « A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave Trade » 1734, comment des pirates le menacèrent de marcher sur la planche s'il ne révélait pas l'emplacement d'un trésor caché, une tactique fréquemment utilisée pour obtenir des informations sans avoir besoin de réellement exécuter la punition. Cette utilisation de la menace
fut également observé chez des pirates comme Charles Vane, connu pour son traitement cruel des prisonniers. Vane utilisait souvent la punition comme un moyen de contraindre ses prisonniers à livrer des biens précieux ou des informations sur d'autres navires, sans nécessairement appliquer l'exécution de la planche. Bien que la pratique de marcher sur la planche entraîne généralement la mort, il y eut quelques exceptions rares. En 1769, un équipage mutin à bord du navire britannique Betsy décida que la punition pour leur capitaine et ses officiers cruels serait de les faire marcher sur la planche. Cependant, ce qui rend cet événement inhabituel, c'est que les officiers survivèrent, s'accrochant à des débris flottants jusqu'à ce qu'ils soient secourus par un navire passant. Ce cas souligne comment, dans des situations extrêmes, la survie pouvait dépendre de facteurs échappant au contrôle humain, tels que les courants marins ou la possibilité de trouver des objets flottants. Bien que la punition de marcher sur la planche soit généralement associée à la piraterie dans les Caraïbes et l'Atlantique, elle fut également pratiquée dans d'autres parties du monde. Qing Shur, l'une des pirates les plus redoutées de Chine au XIXe siècle, également connue sous le nom de Qing Shi, utilisa cette méthode contre des prisonniers rivaux et des membres d'équipage indisciplinés au sein de sa vaste flotte qui, à son apogée, comptait jusqu'à 40 000 pirates. Qing Shi imposa des règles strictes au sein de sa flotte et la planche fut l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir l'ordre. Sa capacité à utiliser cette punition, ainsi que d'autres mesures extrêmes, contribua à son succès dans la consolidation de son pouvoir en mer de Chine du Sud. À mesure que les autorités navales commencèrent à réprimer la piraterie à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la pratique de marcher sur la planche commença à décliner. En 1822, le pirate espagnol Bonito Du força plusieurs prisonniers à marcher sur la planche, faisant de cet incident l'un des derniers cas documentés de cette punition dans la piraterie. Par la suite, les puissances coloniales et navales commencèrent à éradiquer les opérations pirates dans l'Atlantique et les Caraïbes, entraînant la disparition de cet acte en tant que forme d'exécution. L'acte de marcher sur la planche est devenu l'un des symboles les plus durables de la piraterie, immortalisé dans des œuvres littéraires telles que L'île au trésor de Robert Louis Stevenson et dans des œuvres cinématographiques comme Peter Pan. Ces histoires, bien qu'elles aient souvent un ton plus ludique ou allégorique, perpétuer l'image de la planche comme un élément clé de l'identité des pirates. Bien que la punition de marcher sur la planche ait finalement disparu au fil du temps, son influence perdure en tant que rappel des pratiques extrêmes utilisées par les pirates pour régner par la terreur et assurer un contrôle absolu sur leurs équipages et leurs ennemis. Le chat à 9 quilles, la brutale réalité de la punition navale. Dans les profondeurs des océans, où la vie à bord des navires était une épreuve constante d'endurance, le chat à 9 quilles est devenu l'une des punitions les plus redoutées des marins. Ce fouet à 9 queues, fait de cordes tressées et parfois orné de fragments de métal ou de verre, était utilisé pour imposer une discipline stricte, laissant des cicatrices tant physiques que psychologiques. Son usage fut tellement répandu et redouté que son nom est devenu synonyme de la cruauté vécue à bord des navires pendant des siècles. Le chat à 9 quilles n'était pas seulement un fouet, mais un outil symbolisant le contrôle absolu des officiers sur leurs équipages. Ses origines remontent à plusieurs siècles, mais c'est au cours des 17 et 18 siècles, pendant l'âge de la voile, qu'il a acquis la plus grande notoriété. Principalement utilisé dans la marine royale britannique, bien qu'il fût aussi présent dans d'autres marines européennes et parmi les pirates, ce fouet est devenu une extension de l'autorité du capitaine. Les règles de discipline étaient strictes et toute infraction pouvait être punie par une séance de flagellation. Les raisons de punition variaient, allant des offenses mineures comme l'ivresse à des crimes plus graves comme la mutinerie ou la désertion. L'application du chat à 9 quilles n'était ni rapide ni simple. Lorsqu'un marin était condamné à cette punition, il était dépouillé de ses vêtements et attaché à un mât ou à une grille. Le nombre de coups administrés variait en fonction de la gravité de l'infraction et de la décision du capitaine. Parfois, 500 coups n'étaient pas rares pour des offenses graves telles que le vol ou la désobéissance. Les victimes étaient fouettées sur le dos nu, et les cordes du fouet, souvent imprégnées de fragments tranchants, déchirèrent la peau, causant des blessures profondes qui pouvaient prendre des jours, voire des semaines, à guérir. L'un des cas les plus connus de punition avec le chat à 9 quilles
eut lieu en 1797 à bord du HMS Hermione, un vaisseau de guerre britannique. Le capitaine Hugh Pigot ordonna la flagellation de plusieurs marins après un incident survenu lors d'une tempête. La brutalité des punitions mena à une mutinerie au cours de laquelle l'équipage tua le capitaine et plusieurs officiers. Un événement qui choqua la marine royale et mit en lumière les dangers d'abuser de cette forme de discipline. Les conséquences de la punition avec le Chateauneuf-Quay allaient bien au-delà de la douleur immédiate. Les blessures profondes laissaient des cicatrices permanentes et les infections étaient une menace constante. John Barlow, un marin britannique de 1731, reçut 500 coups pour désertion. Bien qu'il survécut à la punition initiale, il mourut 3 jours plus tard des infections causées par ses blessures. Dans de nombreux cas, les victimes ne survivaient pas à la punition. Les morts dues au choc ou à la perte de sang étaient courantes, et les marins qui parvenaient à endurer restaient souvent gravement incapables. Bien que le Chateauneuf-Quay soit généralement associé aux marines officielles, son utilisation était également présente à bord des navires pirates. Dans leur code de discipline, des pirates comme Bartholomew Roberts imposaient des punitions sévères, y compris des flagellations. Roberts précisait que tout membre d'équipage ayant attaqué un autre devait recevoir 40 coups. Cependant, la violence physique n'était pas toujours le seul outil de contrôle. Des pirates comme Edward Lowe étaient connus pour leur sadisme, et il est dit qu'il aurait une fois flagellé un capitaine capturé avec un Chateauneuf-Quay trempé dans de la saumure, une addition cruelle à la souffrance déjà infligée par le fouet. La punition avec le Chateauneuf-Quay ne servait pas seulement à corriger le comportement des marins, mais avait également un impact psychologique profond. La présence du fouet, toujours à portée de main des officiers, maintenait l'équipage dans un état constant de peur. Avant chaque séance de flagellation, l'équipage était réuni pour assister à la punition, un acte connu sous le nom de voir le chat. Cela servait non seulement à rappeler l'autorité, mais aussi à maintenir la cohésion par la peur. Les marins savaient qu'à tout moment, ils pouvaient être les prochains à recevoir leur leçon. Cette atmosphère d'intimidation et de méfiance affectait les relations entre les membres de l'équipage, créant un cycle constant de peur et de soumission. À mesure que le XIXe siècle progressait, les critiques de l'utilisation du Chateauneuf-Quay commencèrent à croître. Charles Dickens, dans son roman David Copperfield, critiqua vivement cette pratique, la qualifiant d'acte inutile et cruel. Aux États-Unis, la marine limita le nombre de coups à 12 en 1850 et en 1862, la pratique fut officiellement abolie. La marine royale britannique suivit une voie similaire en 1879, bien qu'elle conservât la flagellation pour les cas de mutinerie jusqu'en 1881. La culture navale commença à changer, et l'utilisation du fouet comme outil de contrôle s'éteignit à mesure que les idées sur la discipline et la punition évoluaient. Cependant, l'héritage du Chateauneuf-Quay persiste comme un sinistre rappel d'une époque où le pouvoir absolu des officiers était maintenu par la terreur physique. Locked in Infamy, the macabre spectacle of pirate jitting. La mer, scène des plus grandes aventures et crimes, fut également témoin d'un spectacle horrifiant destiné à graver dans la mémoire collective la brutalité de la vie des pirates. Le jitting, ou pendre dans des chaînes, était l'une des punitions les plus terrifiantes de la piraterie, une méthode d'exécution qui transcendait les limites de la mort pour devenir un acte public d'humiliation et d'avertissement. Cette pratique consistait à suspendre le corps d'un pirate exécuté dans une cage en fer, où ses restes, exposés aux éléments et à la décomposition, servaient de monument macabre à la destinée qui attendait ceux qui se rebellaient contre l'autorité en mer. Le jitting atteignit son apogée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, devenant un outil puissant pour les officiers de marine et les autorités locales. Ce n'était pas seulement une exécution, mais un spectacle public, destiné à instiller la terreur et à dissuader d'autres criminels maritimes potentiels. Après avoir été pendus, les corps des pirates étaient soigneusement placés dans des cages en fer ou des structures appelées gibbets. Ces paniers métalliques, principalement faits sur mesure, garantissaient que les corps, même en état de décomposition avancée, demeuraient visibles pour tous. L'historien et expert en piraterie Marcus Radica a décrit le jitting comme un théâtre d'état de la mort,
un rappel perpétuel du pouvoir de l'autorité destiné à être vu par toutes les foules passant par les ports et les carrefours animés. Les corps en décomposition, se balançant doucement dans leur cage, devinrent des symboles de la décadence humaine et du désespoir. L'un des cas les plus célèbres de jitting dans l'histoire de la piraterie fut celui de William Kidd, également connu sous le nom de Captain Kidd, qui fut capturé en 1701 après une carrière ratée de corsaire. Après son procès à Londres, Kidd fut exécuté au Wapping Dock et son cadavre fut suspendu dans un gibet à Tilbury Point, où il resta suspendu pendant 3 ans. Ce rappel macabre du destin d'un pirate devint un marqueur pour les navires entrant et sortant de Londres, un symbole de l'inévitabilité de la mort pour ceux qui choisissaient la voie des pirates. L'image de Kidd suspendu dans la cage fut popularisée par le poète John Gay dans son œuvre de 1728, The Beggar's Opera, où il évoquait l'image de Kidd in Chains, cimentant ainsi le destin du pirate dans la mémoire collective. Le processus de jitting n'impliquait pas seulement l'exécution, mais aussi une déformation cruelle du corps, permettant à la chair de se décomposer lentement, tandis que la structure en fer garantissait que les restes restaient exposés et visibles pendant de longues périodes. Certains gibets étaient conçus pour maintenir le crâne de la victime en place, même lorsque le corps se désintégrait, offrant ainsi une image encore plus grotesque et terrifiante. L'affaire de James Field, un contrebandier exécuté dans le Kent, en Angleterre, en 1752, est l'une des plus uniques. Son corps fut placé dans un gibet si parfaitement conçu que les restes restèrent presque intacts pendant plus de 2 décennies, gagnant une notoriété locale sous le nom de Field's Iron Petticoat. La durabilité des corps gibetés variait en fonction de la conception du gibet et des conditions météorologiques. Dans certains cas, les corps pouvaient rester suspendus pendant des années, voire des décennies, servant de rappel constant du prix de la rébellion. Un des cas les plus notables fut celui de George Wood, un pirate exécuté en 1765, dont le corps resta dans sa cage en fer à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pendant plus de 20 ans. On disait que pendant les tempêtes, les échos de ces chaînes résonnèrent de loin, comme un présage terrifiant du châtiment qui attendait les pirates malheureux. De même, le cadavre de John Breads, un meurtrier exécuté en 1742, resta suspendu dans son gibet à Rye, en Angleterre, pendant 50 ans. Sa longévité donna naissance à l'expression célèbre « Lastaras tanto como Breads », désignant quelque chose qui endure à travers le temps. Le but du jitting était clair, détruire l'esprit du criminel et dissuader les autres de suivre le même chemin. Cependant, il avait souvent l'effet inverse. Le spectacle de jitting attirait non seulement des foules de curieux spectateurs, mais dans certains cas, il suscitait de la sympathie pour le condamné. L'exécution et l'exposition publique des pirates dans leur cage conduisaient à une réflexion sombre sur la mortalité humaine. Lorsque le pirate Charles Vane fut gibetté à Port-Royal, en Jamaïque, en 1721, des témoins rapportèrent qu'après la fascination initiale, la foule commença à se sentir mal à l'aise et réfléchit en voyant l'état des restes du pirate, observant la fragilité de la vie humaine. Malgré la brutalité inhérente au jitting, ce type de punition demeura dans la culture populaire comme un rappel perpétuel du destin qui attendait ceux qui défiaient la loi. Même William Jobling, exécuté en 1786 pour meurtre, attira une foule telle que les autorités craignirent une émeute. On rapporta que la femme de Jobling visitait la cage chaque nuit, ce qui amplifiait l'inquiétude du public face à ce spectacle macabre. À mesure que le XIXe siècle progressait, l'opinion publique commença à se retourner contre le jitting. La brutalité de cette pratique, la vue du corps en décomposition suspendu dans une cage, commença à paraître de plus en plus barbare. En 1834, l'Angleterre abolit officiellement le jitting avec l'adoption de la loi Hanging in Chains Act, marquant la fin d'une époque où les cadavres suspendus servaient de spectacle pour dissuader la criminalité. Le dernier cas connu de jitting en Angleterre fut celui de James Cook, un meurtrier exécuté à Leicester en 1832, dont le corps fut exposé dans un gibet. Le dégoût du public face à ce spectacle macabre conduisit à la disparition définitive de la pratique, et la dernière grande foule à assister à de tels événements exprima son horreur face à la cruauté de cette coutume. Le poète William Wordsworth, en apprenant l'événement, commenta que le jitting était une pratique répugnante, qui ne servait qu'à brutaliser l'esprit humain.
Bien que le jitting ait été finalement aboli, le souvenir de cette forme macabre d'exécution perdure dans la littérature et le folklore. Dans L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, le pirate gibbeté est une image iconique qui résonne encore dans la culture populaire. L'œuvre de Stevenson captura non seulement la figure des pirates, mais aussi celle de leurs corps suspendus dans des cages, se décomposant tandis que la brise marine et les oiseaux volaient autour d'eux. Les punitions des pirates, bien que inhumaines et extrêmes, faisaient partie d'un système de contrôle qui reflétait les conditions sévères et les valeurs de l'époque. Malgré leur brutalité, ces punitions illustrent comment, dans des contextes d'anarchie et de danger constant, les chefs pirates cherchaient à maintenir l'ordre par la peur. Bien que ces méthodes puissent aujourd'hui sembler cruelles et injustifiées, elles étaient considérées comme nécessaires à la survie dans un environnement aussi hostile que la mer, où une seule défaillance dans la discipline pouvait mettre en danger l'ensemble de l'équipage. L'évolution des lois maritimes et les réformes de la discipline ont laissé ces pratiques derrière, mais l'histoire des punitions des pirates demeure un rappel des complexités du pouvoir et de la moralité en temps de guerre et de chaos.